Oh les gars, quelque chose d'incroyable m'est arrivé aujourd'hui. Mais commençons par les commencements. Tout d'abord, bienvenue. Je m'appelle Simon et je suis physicien. L'histoire que je vais vous raconter renferme et révèle tous les secrets des trous noirs, comme celui-ci. Ce sont les infos publiées dans un article scientifique et qui se réfèrent au trou noir supermassif M87 Star. Voici la célèbre photo publiée le 10 avril 2019 par la collaboration EHT, Event Horizon Telescope. C'est la toute première photographie d'un trou noir, et en particulier la toute première preuve expérimentale de l'existence d'un trou noir supermassif. Il s'agit de trous noirs qui sont situés au centre des galaxies. Supermassif signifie qu'il a une masse des millions de fois, des milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil. Donc une masse énorme. Par exemple, ce trou noir a une masse de 6,5 milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil. Aujourd'hui, vous en apprendrez beaucoup sur la physique des trous noirs, et pas seulement sur les trous noirs supermassifs, mais sur les deux types de trous noirs, les stellaires et les supermassifs. Tout d'abord, nous allons jeter les bases d'une véritable compréhension des trous noirs, en apprenant les concepts clés indispensables. Ensuite, nous nous aventurerons immédiatement dans l'exploration fascinante de l'anatomie complète d'un trou noir. Et puis, nous parviendrons à une compréhension complète en analysant comment il courbe l'espace et comment le temps ralentit dans leur voisinage. Enfin, je vous ai préparé une surprise. Grâce à tout ce que nous aurons appris ensemble, vous pourrez apprécier et vous réjouir avec la dernière partie dans laquelle un astronaute... Mais je ne veux pas gâcher votre surprise. Bref, aujourd'hui, vous en apprendrez tellement sur le trou noir que vous en tremblerez d'émotion. Et si vous n'êtes pas des experts en relativité générale ou en astrophysique, ne vous inquiétez pas. Je vais vous guider pas à pas pour comprendre tout, des concepts de base jusqu'aux aspects les plus fascinants et sophistiqués. Êtes-vous prêts? Tout a commencé ce matin et je ne connaissais pas encore l'existence de cet objet si petit et merveilleux. Et si je ne me trompe pas, je lisais justement un article sur le trou noir M87 Star quand, à cet instant précis, ils ont sonné à la porte. J'arrive. Bonjour, dites-moi. Êtes-vous Simon, l'astrophysicien, expert en trous noirs et en théorie de la relativité? Exactement. Et vous êtes... Expert en lentilles gravitationnelles, sphère de photons, courbure de l'espace-temps et ainsi de suite? Exactement, oui, c'est vraiment moi. C'est lui, prenez-le. Oh mon Dieu! Et c'est ainsi qu'ils m'ont kidnappé. Mais certainement pas pour de l'argent. Je me suis réveillé dans un endroit inconnu. C'était une pièce vide, ou je dirais plutôt un espace vide, tout blanc, ou même dans le vide. Un vide avec une chaise. Je me sentais déjà mieux. Mais ils m'ont attaché, j'ai pensé. Ils m'ont attaché. Attends, ils m'ont qui? Et surtout, pourquoi? Bienvenue Simon. Vous. Mais que voulez-vous? Libérez-moi immédiatement. Mais où sommes-nous? Il n'y a même pas de paroi. Quel est donc cet endroit? C'est moi qui pose les questions ici. Vous avez été kidnappé Simon, vous l'aurez compris maintenant. Mais comment ça? Je vous dis tout de suite de quoi il s'agit. Nous ne voulons pas d'argent de votre part. Nous voulons des informations, de la connaissance. Il s'agit d'un enlèvement culturel. Peut-être le tout premier de l'histoire. Maintenant que nous avons votre attention totale et absolue, vous dévoilerez tout le mystère des trous noirs pour nous. C'est pour ça que nous vous avons kidnappé. Un plan génial. J'ai compris, c'est une blague. Alors, vous m'avez mis dans un endroit, dans un espace tout blanc. Vous me parlez de trou noir, hein? Blague de physicien. Vous êtes un scientifique, hein? Admettez-le. Vous êtes d'accord avec l'un de mes collègues pour me jouer ce vilain tour, hein? Ce n'est pas une blague, Simon. Nous sommes sérieux. Lui, as-tu allumé le projecteur mental ou non? Le quoi? Tout de suite, boss, tout de suite. Mais que dites-vous? Le projecteur mental, le projecteur... Ah, mais que... C'est quoi cet objet? Que m'avez-vous? Le projecteur mental que nous avons appliqué sur votre tempe recueille vos pensées scientifiques et les transmet à la paroi. Ainsi vous pourrez tout nous expliquer sur les trous noirs. Pensez à quelque chose. Mais que dites-vous? Mais vous êtes fou. Mais ce type de choses... Mais ces choses n'existent pas. Allez, essayez. Pensez à quelque chose. Nous l'avons déjà activé, vous savez. Vous aimerez ça. Comment? Libérez-moi tout de suite. Projeter ses propres pensées scientifiques. C'est le rêve de beaucoup. Essayez-le. Je n'ai pas d'autre choix, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Mais...
C'est incroyable. C'est un truc. Vous pouvez aussi dessiner, écrire. C'est un outil très puissant. Écrire. Essayez. C'est vrai. Je peux aussi agrandir quand je veux, regarde. Simon, puisque vous pensez à Einstein, j'ai compris que la photo de M87 star prouve l'existence de trous noirs supermassifs. Mais les scientifiques parlent également d'un test de la théorie d'Einstein. Qu'est-ce qu'Einstein a à voir avec ça? Partie 1. Concept indispensable. La théorie d'Einstein décrit la gravité. C'est notre meilleure théorie de la gravité pour le moment. Un trou noir supermassif, et voici un schéma, est la zone de l'espace de l'univers avec le champ gravitationnel le plus intense que nous connaissons. Celui-ci est le schéma soit d'un trou noir supermassif, soit, comme nous le verrons, d'un trou noir stellaire qui a une étoile compagnon dont il prend la matière. Je voudrais premièrement me concentrer sur les deux concepts les plus importants, celui de la singularité et de l'horizon des événements. Les voici dans une version simplifiée du schéma précédent. Plus tard, nous reviendrons sur le schéma complet pour le comprendre en détail. Le trou noir est également appelé singularité par les scientifiques car les équations de la relativité générale d'Einstein donnent des infinis. En d'autres termes, l'intensité du champ gravitationnel va à l'infini selon les équations de la relativité générale et la théorie n'est plus capable de décrire ce qui se passe à ce point. Tout autour de la singularité, il y a un espace très particulier, délimité par une sphère imaginaire, appelée l'horizon des événements. Ce n'est pas une surface tangible, mais une zone d'espace qui délimite deux régions. En fait, plus vous vous rapprochez du trou noir, plus son champ gravitationnel est intense. Jusqu'à ce que vous arriviez à l'horizon des événements, l'intensité du champ gravitationnel devient si forte que la structure même de l'espace et du temps est bouleversée. Une caractéristique importante de l'horizon des événements est qu'une fois que vous avez passé cette surface, que vous êtes entré dans cette surface sphérique tout autour du trou noir, il n'y a pas de retour possible. C'est un voyage sans retour. Autrement dit, à l'intérieur de l'horizon des événements, le champ gravitationnel devient si fort que les rôles du temps et de l'espace s'échangent, c'est-à-dire que le temps devient une dimension spatiale, et avancer dans le temps signifie aller vers la singularité. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Si nous faisons tourner le vaisseau spatial, quelle que soit la puissance de nos moteurs, dans l'horizon des événements, avancer dans le temps signifie s'approcher sans relâche de la singularité, quoi que nous fassions. Même la lumière ne peut pas sortir de l'horizon des événements, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, en observant un trou noir avec un télescope, nous pouvons observer ce qui se passe jusqu'à l'horizon des événements. Aucun signal lumineux ne nous parviendra jamais depuis l'intérieur de l'horizon des événements. Et donc, l'expérience de M87 star a consisté à observer avec le télescope cette zone de l'univers, tout près de l'horizon des événements, près du trou noir, et voir si ce que prédit la relativité générale d'Einstein coïncide avec ce qui est observé par le télescope. Cela a été un test très dur pour la relativité générale, précisément parce que nous parlons des champs gravitationnels les plus intenses qui puissent être observés. Question. La relativité générale a-t-elle réussi ce test? Eh bien, il s'avère que la relativité générale est excellente pour décrire l'univers, l'espace-temps, la gravité, jusqu'à l'ombre, jusqu'à l'horizon des événements du trou noir supermassif. Voici en effet à gauche le calcul effectué à la suite des équations de la relativité générale d'Einstein, et à droite la photo de M87 star prise par le télescope. La correspondance est choquante. Pour se connecter à ce qui a été dit jusqu'à présent, la partie centrale de la photographie est ce que l'on appelle l'ombre du trou noir. Cela s'appelle ainsi car il s'agit d'une zone sombre au milieu d'un anneau très lumineux. Elle correspond à la zone d'espace délimitée par l'horizon des événements. Vous vous rappelez? Même la lumière ne peut pas s'échapper de l'horizon des événements, et pour cette raison, cette région est noire. La lumière tout autour de l'horizon des événements, par contre, est appelée l'anneau photonique, et provient plutôt de la matière qui s'enroule sur l'horizon des événements, attirée par les champs gravitationnels du trou noir, et également de la dite sphère du photon. Si vous voulez, je vais vous expliquer en détail ce que c'est. Bien sûr, je vous ai kidnappé pour ça. Vous vous souvenez? Ouais. En attendant, résumons la réponse à votre question. Celle-ci est une confirmation expérimentale qui montre que cet objet au centre de la galaxie est un trou noir. Il y en a aussi un au centre de notre galaxie, avec une masse de 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, et de nombreuses autres galaxies. Oh Louis, te voilà enfin. Quelle était cette question que tu voulais poser à Simon? Salut Simon, ravi de vous rencontrer. Écoutez, je n'ai pas bien compris quelle est la taille de ce trou noir. Ici, il est dit qu'elle est aussi grande qu'une galaxie, mais ce n'est pas logique.
Kidnappeur, hein? Appelle-nous Albert et Louis et on peut se tutoyer, qu'en dis-tu? Albert et Louis. Albert et Louis. Un trou noir supermassif, bien que ce soit très grand, et on va voir quelques données tout de suite, est beaucoup plus petit que sa galaxie. Voici une photo de toute la galaxie. Alors, le trou noir est 240 millions de fois plus petit que la galaxie elle-même. Ce que vous voyez est un jet de plasma émis par le trou noir supermassif et qui s'étend sur 5000 années-lumière. Il s'agit de matière que le trou noir jette à des vitesses presque égales à celles de la lumière. C'est ce qu'on appelle le jet relativiste. Relativiste signifie simplement qu'il se déplace à des vitesses proches de celles de la lumière, et donc nous avons besoin de la relativité générale d'Einstein pour décrire ce qui se passe. Imaginez qu'à partir des données d'observation, il a été possible de calculer que le trou noir M87 star est encore plus grand que notre système solaire. L'anneau photonique autour de l'ombre du trou noir a un diamètre de 105 milliards de kilomètres, soit environ 12 fois plus grand que notre système solaire. Et quelle est la taille de l'horizon des événements? Revenons aux schémas que nous avons déjà utilisés. L'horizon des événements réside dans l'ombre du trou noir. Vous vous rappelez? Et il est environ 2,5 fois plus petit que l'anneau photonique. On en déduit donc que l'horizon des événements a un diamètre d'environ 38 milliards de kilomètres, soit 1,5 jours-lumière. Et encore plus étonnant, c'est la masse du trou noir M87 star. Puisque la masse d'un trou noir est directement proportionnelle au rayon de son horizon des événements, c'est-à-dire que si la masse double, le rayon double et ainsi de suite, à partir du rayon observé, il a été calculé que sa masse est environ 6,5 milliards de fois plus grande que celle de notre Soleil. Ah, je sais combien notre Soleil pèse. 2000 milliards de milliards de milliards de kilogrammes. Donc, si le trou noir pèse 6,5 milliards de fois plus, le trou noir pèse 13 000 milliards de milliards de milliards de milliards de kilogrammes. Parfait, Albert. Simon, j'ai lu que pour vraiment comprendre les trous noirs, il est essentiel de connaître certaines propriétés de la lumière. Quelles sont ces propriétés? J'ai lu que ces propriétés de la lumière sont à la base de la théorie de la relativité d'Einstein. Est-ce vrai? Cher kidnappeur, cher Albert et Louis, je vous propose un pacte. Un pacte. Je vais tout vous expliquer sur le trou noir, absolument tout, et vous, vous me détachez, afin que je puisse mieux expliquer. Et 2, vous me donnez le projecteur mental. Je vais le ramener à la maison. C'est-à-dire, vous me libérez et je le ramène à la maison. Mais c'est une idée fantastique. Parfait. Boss, mais je sais pas, ce projecteur nous a coûté un bras. Il n'y a rien de plus précieux que la connaissance, cher Louis. Souviens-toi toujours de cela. Ouais, mais boss, c'est toi qui vas le payer, ok? D'accord, Louis. Affaire conclue, Simon. Parfait. Commençons par 2 concepts fondamentaux de la lumière. Un fait avéré d'où part la théorie de la relativité est l'observation expérimentale que la lumière, qu'il s'agisse de lumière visible, infrarouge, ultraviolette, rayons X, bref, tout rayonnement électromagnétique, voyage toujours à la même vitesse, que nous appelons précisément la vitesse de la lumière, et qui est d'environ 300 000 km par seconde. De plus, il a été vérifié expérimentalement que cette valeur ne dépend pas ni de la direction dans laquelle nous mesurons la vitesse de la lumière, c'est-à-dire de la direction d'où provient la lumière, ni du fait que ce qui mesure bouge ou pas. En bref, la vitesse de la lumière est une valeur absolue et universelle. Puis, grâce à la théorie de la relativité, nous pouvons déduire que la vitesse de la lumière représente une limite de vitesse maximale dans l'univers. Autrement dit, rien ne peut voyager à des vitesses supérieures à celles de la lumière. La première propriété de la lumière nous permet d'utiliser la lumière pour mesurer les distances dans l'univers, précisément parce que c'est une valeur universelle. La deuxième propriété nous permet de comprendre comment on peut construire un trou noir. Et voici un point très important. Cette première analyse de physique classique est très utile, mais c'est le plus proche pour que nous puissions arriver à comprendre le trou noir en utilisant la physique de Newton. Pour vraiment comprendre pourquoi même la lumière ne peut pas sortir de l'horizon des événements, nous devrons comprendre ce qui arrive à l'espace et au temps, autour et dans l'horizon. Et c'est exactement ce que l'on fera. Je dis souvent, pour comprendre comment quelque chose est fait, quoi de mieux que de construire cet objet. Construisons donc un trou noir. J'aurais besoin d'une balle. L'avez-vous? Oui, en voici une. Pouvez-vous me la lancer? Tu peux me la lancer? Ça arrive tout de suite. Merci. Alors, prenons cette balle. Si on la lance vers le haut,
Qu'est-ce qui se passe-t-il? Elle tombe vers le bas. Et pourquoi? Eh bien, la force gravitationnelle de la Terre l'attire vers le centre de la Terre. Très bien. Bien dit, boss. Et comment pourrais-je faire monter cette balle plus haut? Je le sais, je la lance plus vite. Et maintenant, imaginez que vous poussez cette expérience à l'extrême et que vous lancez cette balle de plus en plus fort, tellement fort que la Terre ralentisse de plus en plus la balle, mais n'aura pas le temps de l'arrêter et finalement la balle va s'échapper du champ gravitationnel de la Terre. Autrement dit, il existe une vitesse, appelée vitesse d'échappement. Donc si je lance un objet à cette vitesse ou à une vitesse supérieure, cet objet réussira à s'échapper du champ gravitationnel de la Terre. C'est vrai que techniquement, le champ gravitationnel agit également à des distances infinies, mais l'objet s'échappe toujours et la Terre ne peut pas le ramener. La vitesse d'échappement pour la Terre est de 11 000 mètres par seconde, soit 40 000 km par heure. Mais suivez-vous? Ouais. Bien sûr. Bien. Maintenant, mettons-nous dans la peau de la Terre. Nous voulons augmenter sa gravité et attirer la balle avec plus de force. Il y a deux façons de faire. Comment feriez-vous? Je la rendrai plus massive. Autrement dit, une planète Terre avec plus de masse. Exact. C'est une possibilité. En ajoutant de la masse à la Terre, sa force gravitationnelle à la surface augmente. L'autre possibilité est de concentrer la Terre dans un espace plus petit, c'est-à-dire de l'écraser, de la rendre plus petite, mais toujours avec la même masse. En d'autres termes, de la compresser. Dans les deux cas, l'attraction gravitationnelle de la Terre à la surface deviendrait plus grande, et donc je devrais lancer la balle à une vitesse encore plus grande pour qu'elle puisse s'échapper de la Terre. Et maintenant, poussons ce concept à l'extrême et comprenons comment construire un trou noir. Prenons 4 objets astronomiques avec un champ gravitationnel croissant et voyons combien leur vitesse d'échappement vaut. Commençons par la Lune. Sa vitesse d'échappement est d'environ 8500 km/h. La Terre a un champ gravitationnel sur la surface plus intense et sa vitesse d'échappement est d'environ 40 000 km/h. Pour le Soleil, nous atteignons déjà 2 200 000 km/h. Et en poussant ce processus à l'extrême, nous arrivons au cas d'un trou noir. Sa vitesse d'échappement est d'environ 1 milliard de km/h. Autrement dit, sa vitesse d'échappement est égale à la vitesse de la lumière, la vitesse maximale accessible dans l'univers. Une petite question, Simon. Donc, si je comprime beaucoup un objet, pourrais-je le transformer en un trou noir? Exactement. Si on compresse une planète ou même n'importe quel objet, il peut se transformer en un trou noir. Bon, l'objet doit être compressé à des très petites dimensions. Par exemple, il faudrait comprimer la Terre en une bille de moins de 2 cm de diamètre pour qu'elle se transforme en un trou noir. Simon, j'ai une question. Mais les trous noirs sont toujours aussi gigantesques, supermassifs. Bonne question. Il existe deux types de trous noirs, les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Alors, les trous noirs stellaires sont des trous noirs qui ont une masse qui peut généralement atteindre 10, 20, 30 fois la masse de notre Soleil. C'est pour ça qu'ils sont appelés stellaires, car ils ont une masse comparable à celle des étoiles. Par contre, les trous noirs supermassifs peuvent avoir une masse des millions ou des milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil. Pour mieux comprendre ce que sont les trous noirs stellaires, prenons cette image de Cygnus X1. C'est un système binaire, c'est-à-dire composé de deux objets. Une étoile qui tourne autour d'un trou noir. Comme vous pouvez le voir, le trou noir absorbe de la matière de l'étoile compagnon. Avant, c'était probablement un système de deux étoiles, dont l'une a explosé à un moment donné dans une supernova, et ce qui est resté est un trou noir stellaire, qui absorbe maintenant la matière de l'étoile compagnon. Écoute, et comment se forment les trous noirs supermassifs? Malheureusement, l'origine des trous noirs supermassifs est encore inconnue. Il y a des hypothèses. Peut-être qu'ils sont nés comme des trous noirs stellaires, et puis ils ont gagné en masse en incorporant de plus en plus de matière. Mais ce ne sont que des hypothèses. L'une des choses les plus surprenantes est qu'Einstein avait formulé les lois de la théorie générale de la relativité en 1915. Eh bien, en 1916, un brillant scientifique du nom de Schwarzschild avait trouvé une solution aux équations d'Einstein qui prédisait l'existence des trous noirs. Mais ce n'est qu'en 2017 et 2019 que les démonstrations de l'existence des trous noirs stellaires et supermassifs ont été publiées. Comprenez-vous? Il a fallu 100 ans pour prouver leur existence. Jusqu'en 2017 et 2019, tout le monde parlait de trous noirs, mais en réalité, il n'y avait que des indices compatibles avec leur existence. C'est une histoire vraiment fascinante qui s'est déroulée en deux étapes. Tout d'abord, en 2015,
Une expérience appelée LIGO aux États-Unis a détecté pour la première fois de l'histoire ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles qui sont sorties de la fusion de deux trous noirs stellaires. Ce fut la première preuve expérimentale de l'existence de trous noirs stellaires, preuve publiée en 2017. Et puis, en 2017, l'expérience EHT, Event Horizon Telescope, a photographié pour la première fois le trou noir supermassif M87 Star. Photo qui a ensuite été publiée en 2019, car il a fallu 2 ans pour élaborer l'image. Nous sommes enfin prêts à analyser la structure d'un trou noir. Partie 2. L'anatomie d'un trou noir. Nous avons déjà parlé de l'horizon des événements et de la singularité. Ajoutons les autres éléments de base qui composent un trou noir et commençons par le disque d'accrétion. Si un trou noir a la possibilité d'attirer de la matière de l'espace environnant, un disque d'accrétion se formera. Cette matière peut provenir de gaz interstellaires, par exemple, ou d'étoiles proches desquelles le trou noir aspire la matière. Cela se produit non seulement pour les trous noirs supermassifs, mais aussi pour les trous noirs stellaires dans des systèmes binaires, c'est-à-dire pour les trous noirs stellaires en orbite mutuelle autour d'une étoile compagnon dont ils prennent la matière. La matière attirée forme le disque d'accrétion, qui est donc formé par la matière qui s'enroule sur le trou noir, attiré par son champ gravitationnel. Le destin de cette matière est d'entrer dans l'horizon des événements du trou noir et de ne plus jamais s'en échapper. Dans sa spirale, la matière tombe vers le trou noir, et donc elle accélère, comme quand on laisse tomber un objet d'une certaine hauteur. Il accélère car elle transforme l'énergie gravitationnelle en énergie cinétique. Ainsi, la matière dans le disque se déplace de plus en plus vite et devient plus chaude à mesure que nous nous rapprochons de l'horizon des événements. Le fait qu'il chauffe de plus en plus vient du fait qu'au niveau microscopique, une vitesse plus élevée correspond à une température plus élevée. Voici quelques données pour un trou noir supermassif de taille similaire à M87 Star. À environ 10 années-lumière de l'horizon des événements, la température du gaz dans le disque est encore très basse, moins de 150 degrés centigrades. À environ une année-lumière, la température a déjà augmenté à 1500 degrés avant d'atteindre les températures étonnantes des millions de degrés près de l'horizon des événements. Ici, la matière est à l'état de plasma. Autrement dit, tous les atomes sont séparés les uns des autres et ont perdu tous leurs électrons. Un autre fait très important à savoir est que la matière en accélération émet de la radiation électromagnétique et que la fréquence et l'énergie de cette radiation dépendent de l'intensité de l'accélération. Ainsi, par exemple, en s'approchant de l'horizon des événements, le disque émet d'abord dans l'infrarouge, puis l'énergie de la radiation augmente vers le visible et ultraviolet. Enfin, près de l'horizon des événements, le disque émet des rayons X très énergétiques avant de s'enfoncer dans l'horizon des événements. C'est précisément cette radiation émise par le plasma près de l'horizon des événements que les télescopes ont capturé lorsqu'ils ont photographié le trou noir. En fait, l'anneau lumineux de la photographie est situé entre la dernière orbite stable du plasma qui s'enroule et la dite sphère de photons. Autrement dit, la lumière sur la photo provient du plasma qui est sur le point de tomber dans l'horizon des événements et de la sphère des photons. Nous parlerons dans un instant de la sphère des photons, lorsque nous verrons comment un trou noir courbe l'espace-temps. Et nous arrivons au jet de plasma relativiste. Un trou noir est généralement un objet en rotation, il tourne sur lui-même, et cette rotation affecte également les champs magnétiques générés par le trou noir dans l'espace environnant. La dynamique de ces champs magnétiques n'est pas encore complètement claire, mais nous savons que ces champs se vissent le long de l'axe de rotation du trou noir, dans les deux sens, et accélèrent la matière du disque en l'expulsant à des vitesses proches de celles de la lumière. C'est pour ça qu'ils sont appelés jets relativistes. Jet signifie expulser, et relativiste signifie que la matière dans le jet a des vitesses proches de celles de la lumière, et donc nous avons besoin de la relativité générale d'Einstein pour comprendre comment elle se comporte. En général, nous ne pouvons voir que l'un des deux jets, qui est celui qui vient vers nous, vers la Terre, parce que c'est beaucoup plus lumineux que l'autre, qui va dans le sens inverse. C'est en fait un effet relativiste. Ceci est une photographie de la galaxie M87, qui abrite le trou noir M87 Star. Ce que vous voyez est l'un des deux jets du trou noir. Nous sommes capables d'observer le jet, car le plasma qu'il contient émet des radiations dans les rayons X et les ondes radio. Si vous faites bien attention, le centre de la galaxie est très lumineux. Certaines galaxies, comme celle-ci, ont ce qu'on appelle un noyau actif de galaxies,
qui peut même être des milliers de fois plus lumineux que l'ensemble de la Voie lactée. Cet objet lumineux s'appelait quasar, ce qui voulait dire objet presque stellaire, car on ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, nous savons qu'il est alimenté par un trou noir supermassif qui accélère la matière qui s'enroule sur lui, et nous avons vu que cela génère l'émission de rayonnements intenses sur différentes fréquences, de l'infrarouge à l'ultraviolet jusqu'aux rayons X. Je vais bientôt vous montrer une photo récente de certains quasars, prise en janvier 2020 par le télescope Hubble. Simon, une question peut-être triviale. Si un trou noir supermassif est si grand, pourquoi les scientifiques ont-ils pris autant de temps pour en photographier un? Est-ce une question stupide? Excellente question. Tout est basé sur le concept d'ouverture angulaire. Cela a l'air d'être un nom compliqué, mais c'est très facile. Imaginez-vous en train d'observer un objet et de dessiner deux lignes qui partent de vos yeux jusqu'aux extrémités de l'objet. Ces deux lignes formeront un angle. La valeur de cet angle est précisément l'ouverture angulaire, c'est-à-dire sous quel angle ces deux lignes s'ouvrent pour embrasser, disons, l'objet observé. L'ouverture angulaire est une valeur qui nous indique à quel point un objet nous apparaît petit de notre point de vue. En fait, imaginez maintenant que vous éloignez l'objet observé. Comme vous pouvez le voir, les deux lignes se resserrent et la valeur de l'ouverture angulaire diminue. Donc, plus un objet est éloigné, plus il nous apparaît petit, plus l'ouverture angulaire est petite. Et maintenant, laissons l'objet où il est, mais réduisons-le. Encore une fois, l'ouverture angulaire diminue. Ainsi, plus un objet est éloigné ou plus il est petit, ou les deux choses, plus il nous apparaît petit et plus l'ouverture angulaire est petite. Nous sommes maintenant prêts à comprendre à quel point un trou noir avec un anneau lumineux de 105 milliards de kilomètres de diamètre nous apparaît petit. Bien que le trou noir soit énorme, il est situé à une distance gigantesque de 155 millions d'années-lumière, soit environ 550 milliards de kilomètres, et un objet éloigné semble petit, disions-nous. Pour le photographier, nous avons dû construire un télescope virtuel aussi grand que la Terre, précisément parce que plus un télescope est grand, plus il parvient à saisir des détails toujours plus petits. Pour construire ce télescope, 6 télescopes très puissants répartis sur toute la planète ont été utilisés, en coordonnant ces télescopes de telle sorte qu'à tout instant 3 télescopes pointent vers le même point dans le ciel. Cela équivaut à avoir un télescope aussi grand que la Terre. Et ce n'est pas une chose banale. Tout d'abord, la coordination technique implique, entre autres, la synchronisation des télescopes avec des horloges atomiques, c'est-à-dire des horloges avec une précision d'un milliardième de seconde. Parce que nous devons savoir quand chacun de ces télescopes observe ce point dans le ciel. De plus, il faut aussi avoir la chance d'avoir du beau temps dans tous ces endroits en même temps. Et la chance est venue, car en avril 2017, lorsque les télescopes étaient prêts à observer, il y a eu quelques jours de beau temps sur tous les sites. Une vraie chance. Et puis, il a fallu beaucoup d'efforts et 2 ans de travail pour combiner les données et reconstruire l'image de M87 Star. La question est, quelle est l'ouverture angulaire du trou noir M87 Star vu de la Terre? Eh bien, c'est la même qu'un croissant sur la Lune vu de la Terre. Pour comprendre quelle est son ouverture angulaire, prenons un angle de 30 degrés, comme ceci. Maintenant, divisons-le par 30. Nous obtenons donc un angle d'1 degré. Divisons maintenant cet angle par 85 millions et nous obtiendrons l'ouverture angulaire d'un croissant sur la Lune vu de la Terre, c'est-à-dire 0,000000017 degrés, soit 42 micro-arcs de seconde pour ceux qui connaissent mieux cette unité de mesure. Vu de la Terre, le trou noir M87 Star a la même ouverture angulaire qu'un croissant sur la Lune. Et c'est pour ça qu'il a fallu beaucoup d'efforts et une formidable collaboration au niveau mondial pour créer le télescope EHT, Event Horizon Telescope, aussi grand que la Terre, pour observer M87 Star. Époustouflant, Simon, on imagine qu'un objet si grand et si colossal, je dirais, est facile à photographier. Ensuite, nous oublions à quel point l'univers est immense. J'ai aimé ce concept d'ouverture angulaire. Cela m'aide à mieux visualiser les proportions de l'univers. Je suis content que tu aies aimé lui. Et toi, Albert, qu'en penses-tu? Albert, que se passe-t-il? Oh, désolé, j'étais dans mes pensées. Cet enlèvement culturel est très productif et j'apprends beaucoup, mais je dois rentrer à la maison. Simon, enlève ton projecteur mental, en plus bagage. Comment? Ah non, cher kidnappeur, maintenant que le meilleur arrive, vous voulez partir. Vous ne m'avez pas kidnappé pour obtenir des connaissances. Alors, je vais prendre les rênes de la situation.
mais ce sont mes lunettes. En fait, je me demandais où étaient passées mes lunettes. Ah, bien mieux. Mais alors, jusqu'à maintenant, tu ne voyais rien. Non, non, ce sont des lunettes sans correction. Elles me donnent plus un air de scientifique, tu ne crois pas? Même une aire de professeur, je dirais. Exactement. Bien, une question pour vous. Partie 3. Les trous noirs courbent l'espace-temps. Voici une question. Albert, attention. Oui, désolé. Bien. Tu vois que c'est un professeur. Comment lui? Non, non, rien. Alors, question pour vous. Pourquoi, sur la photo de M87 Star, vous voyez une image circulaire, alors qu'en réalité, de la Terre, nous voyons la galaxie M87 et donc le trou noir M87 Star et son disque d'accrétion de coupe, comme vous pouvez le voir dans ce dessin. Donc, on ne devrait pas être capable de voir la partie derrière l'horizon des événements. Nous devrions voir une image circulaire incomplète, n'est-ce pas? Comment expliquez-vous que la photo présente à la place une image circulaire? Waouh, bonne question. Mais je ne saurais pas quoi dire. Pour comprendre cela, il nous faut introduire quelques notions de relativité générale, fascinantes, qui concernent l'espace-temps. J'aurais besoin... puis-je prendre ça... Oui, merci. Je prends aussi la balle. J'ai aussi pris la balle. Alors, selon la théorie d'Albert Einstein de la relativité générale, en l'absence de masse, l'espace est plat, tandis que les masses, la présence des masses, courbent l'espace. En général, il courbe l'espace-temps, mais concentrons-nous maintenant sur les effets sur l'espace. Nous parlerons des effets sur le temps plus tard. Alors, qu'est-ce que l'espace courbe et l'espace plat? Par exemple, si je prenais la partie de l'univers où se trouve notre système solaire, et que j'enlève les soleils, j'enlève les planètes, tous les objets avec masse, eh bien, rien ne resterait avec de la masse, et cette zone de l'univers deviendrait une zone de l'univers avec un espace plat, comme on le dit en relativité, qui peut être représenté par une surface plane, comme ça, est une surface où on peut faire la géométrie qu'ils nous ont enseignée à l'école. Par exemple, si je dessine un triangle, la somme des côtés internes sera de 180 degrés. C'est une géométrie qui ne s'applique qu'aux surfaces planes, d'où le nom d'espace plat. Et surtout, si je laisse tomber un objet comme celui-ci sur cette surface plane, il suivra une trajectoire. Dites-moi quelle trajectoire il suivra? Une ligne droite. Tu es en train de le projeter. Parfait. Donc, selon la théorie de la relativité générale, en l'absence de masse, l'espace est plat. Et dans un espace plat, un objet non soumis à des forces extérieures suivra la courbure de l'espace. Dans ce cas, la courbure est nulle, et donc l'objet ira droit, le long d'une ligne droite. Tout est clair jusqu'ici? Très clair. Et toi, boss, tu ne dis rien. Je suis avec attention. Je veux voir comment on termine ce discours. Imaginons maintenant remettre le Soleil à sa place. La théorie d'Einstein de la relativité générale nous enseigne qu'un objet avec une masse comme le Soleil courbe l'espace. C'est comme si notre surface plane s'enfonçait près du Soleil. Cela est maintenant un espace courbe. Et qu'est-ce qui change dans un espace courbe? Si maintenant l'objet d'avant traversait cette zone, cet objet suivrait une trajectoire différente, car c'est comme s'il tombait dans ce puits créé par le Soleil. En d'autres termes, un objet qui n'est pas soumis à d'autres forces que la gravité du Soleil, dans cet exemple, suivrait la courbure de l'espace. Il suivrait un schéma incurvé autour du Soleil. Et maintenant, nous pouvons enfin appliquer tout ce que nous avons appris sur l'espace courbe au cas de la lumière près d'un trou noir. La lumière se déplace en ligne droite, non? Ils nous l'ont enseigné à l'école, correct? Pas dans un espace courbe, Albert. C'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Dans un espace courbe, la lumière se déplace en suivant la courbure de l'espace. Plus l'espace est courbé, plus la lumière suivra une trajectoire courbe. L'astronome Eddington l'a démontré expérimentalement en 1919. Imaginez-vous observer une étoile qui se trouve derrière le Soleil. Sans aucun effet des courbures de l'espace, il serait impossible d'observer la lumière provenant de cette étoile, car les rayons de lumière se déplaceraient en ligne droite et aucun rayon de lumière n'atteindrait la Terre. Et que se passe-t-il à la place? Si le Soleil courbe l'espace autour de lui, alors ces rayons de lumière qui partent de l'étoile et passent près du Soleil suivront la courbure de l'espace, puis ils seront courbés vers le Soleil et atteindront finalement la Terre. C'est-à-dire que, grâce à la courbure de l'espace autour du Soleil,
nous pouvons voir la lumière des étoiles qui sont derrière le Soleil. L'expérience d'Eddington a rendu Einstein célèbre car Einstein avait prédit cet effet avant qu'il ne soit observé expérimentalement. J'en perds mes mots. La nature n'est-elle pas très belle, boss? Donc, même si l'horizon des événements doit cacher l'arrière de l'anneau photonique, en fait, la partie de l'anneau photonique qui se trouve derrière l'horizon des événements est visible, tout comme la lumière de l'étoile derrière le Soleil. C'est un effet incroyable et il y a des photos où vous pouvez voir cet effet d'une manière prédominante, comme celle-ci. Il s'agit d'une photographie de janvier 2020. Réalisé par le télescope Hubble. Comme vous pouvez le voir à gauche, il s'agit d'une photographie d'un quasar à 10 milliards d'années-lumière de nous, dont la lumière est courbée par une galaxie entre nous et le quasar. Et voici les vraies photos à droite. Il en résulte 4 images du même quasar, car la lentille gravitationnelle peut fonctionner dans différentes directions. Un dernier élément étonnant reste à analyser pour bien comprendre un trou noir, le concept de la sphère de photons. Peut-il y avoir quelque chose de plus étonnant que la lentille gravitationnelle? Eh bien oui, la courbure de l'espace près de l'horizon des événements est si forte qu'elle courbe non seulement la lumière, mais elle est même capable de la courber tellement que la lumière orbite autour du trou noir. Ai-je bien compris? Orbite? Oui, tu as bien compris. La lumière peut orbiter autour du trou noir en suivant un chemin circulaire autour de l'horizon des événements. Cette orbite des lumières est appelée la sphère de photons, et elle délimite l'anneau photonique que nous observons ensuite depuis la Terre. Ainsi, en se reconnectant à ce que l'on a dit sur le disque d'accrétion, la lumière de la photo de M87 star provient à la fois du plasma de la dernière orbite stable, qui tourne en spirale vers l'horizon des événements, et de la sphère de photons. Waouh, mais tout cela me coupe le souffle. Tu l'as dit, lui. Quelle satisfaction! Vous êtes 2 étudiants excellents. Partie 4. Les trous noirs ralentissent le temps. Albert, que fais-tu? Boss, Simon t'appelle. Albert, que fais-tu tout le temps avec cette montre? Oui, pourrais-tu répéter la question? J'étais distrait. Alors, Albert, puisque tu regardes la montre tout le temps, parlons un peu de ce qui arrive au temps près d'un trou noir. Dans quel sens qu'arrive-t-il au temps? Que doit-il lui arriver au temps? Désolé. Le temps continue, inexorable, non? C'est vrai, sinon j'aurais encore 20 ans, et toi aussi, Louis. En réalité, mes kidnappeurs, plus un objet est massif, plus cet objet courbe l'espace et le temps, et plus le temps ralentit. Comme dans le film Interstellar, où le temps ralentit lorsque les astronautes s'approchent du trou noir? Exactement. Là où l'espace est plus courbe, le temps passe plus lentement. Allez, Simon, comment veux-tu que nous te croyions? C'est trop absurde. Non, il a été prouvé expérimentalement. Imaginez, ils ont pris 2 horloges atomiques. Une horloge atomique est une horloge qui peut mesurer même de très petites fractions de secondes, voire 1/1000 de seconde, une nanoseconde. Les 2 horloges atomiques se sont synchronisées, puis une a été laissée sur la table et une a été placée sur le sol. Après un certain temps, l'horloge au sol a pris du retard par rapport à celle sur la table. Autrement dit, moins de temps aura passé pour l'horloge au sol. Et pourquoi? Comment est-ce possible? Oh oui, parce que l'horloge au sol est plus proche de la surface de la Terre. Donc, c'est à un point où le champ gravitationnel de la Terre est plus fort. L'espace est donc plus courbe et le temps est plus long. Le temps passe plus lentement. Mais vraiment? Boss, j'ai eu une intuition. Donc, pour ceux qui vivent au bord de la mer, le temps passe plus lentement que pour ceux qui vivent à la montagne. Non, Simon? Oui, c'est correct, même si dans une vie humaine, la différence de temps est d'une toute petite fraction de seconde. Alors, dans un cas extrême, au voisinage d'un trou noir supermassif, où la courbure de l'espace-temps est poussée à l'extrême, la courbure de l'espace-temps est très forte. Qu'arrive-t-il au temps? Cela dépendra de la distance qui nous sépare du trou noir. Exactement. Prenons quelques données. L'horizon des événements de M87 star a un rayon d'environ 19 milliards de kilomètres. À 20 milliards de kilomètres de l'horizon des événements, le temps est déjà 30% plus long qu'un point avec un petit champ gravitationnel, par exemple sur Terre.
1 milliard de kilomètres de l'horizon des événements, 88% plus long. Autrement dit, si un astronaute reste un an dans cette position, plus de 8 ans se seront écoulés sur Terre. Plus on se rapproche, plus le temps passe lentement. À 100 millions de kilomètres de l'horizon, le temps passe 93% de fois plus lentement. Une année, c'est 14 ans sur Terre. À 1 million de kilomètres de l'horizon des événements, 99 plus long. Une année, c'est déjà 101 sur Terre. À 100 000 kilomètres de l'horizon, une année c'est 501 sur Terre. À 10 000 kilomètres de l'horizon, une année c'est 1431 sur Terre. Et à 1000 kilomètres de l'horizon, un an correspond à 5001 sur Terre. Oh mon Dieu! Et si on arrive à l'horizon des événements, alors... À l'horizon des événements, le temps s'arrête. Chers kidnappeurs, le moment de la dernière surprise que je vous ai préparée est venu. Nous allons suivre l'histoire d'Albert qui laisse Louis sur le vaisseau spatial et s'approche de plus en plus du trou noir jusqu'à y entrer. Et nous découvrirons ce qui arrive à Albert dans sa folle descente et ce que lui voit en le regardant depuis son confortable vaisseau spatial. Avec tout ce que nous avons appris jusqu'à présent, nous apprécierons tous les détails de cette folle expérience. J'aime ça, Simon. Allez, dites-moi. Mais à la fin, je vais crever. Ce sont des détails, boss. Allez. Commençons. Cette expérience mentale est divisée en deux parties. Première partie, Albert quitte le vaisseau et descend vers l'horizon des événements. Deuxième partie, Albert entre dans l'horizon des événements et s'approche de la singularité. Dans la première partie, je suis toujours vivant. J'aime ça. Exactement. Supposons également que, pendant la descente, Albert envoie un signal lumineux jaune vers l'arrière, vers lui, toutes les secondes. Regardez ce qui se passe. Il y a deux faits importants. Les trouvez-vous? Il me semble que de plus en plus de temps passe entre un signal et un autre, correct? Exactement. C'est parce que le temps pour Albert est déjà plus long. Donc, une seconde pour Albert sont des minutes, puis des heures et des jours pour lui. Que remarquez-vous encore? Eh bien, le signal lumineux jaune devient de plus en plus rouge. Comment ça? C'est vrai, Albert. Pensez, Albert est plus proche du trou noir que lui, c'est-à-dire dans une zone où le champ gravitationnel est plus fort. Les physiciens disent qu'Albert est plus en profondité dans le puits gravitationnel. La lumière émise par la torche d'Albert, en voyageant vers l'extérieur du puits, doit remonter le puits gravitationnel. Autrement dit, il doit dépenser de l'énergie pour sortir des griffes de l'attraction gravitationnelle du trou noir. Alors pourquoi devient-il rouge? La lumière perd de l'énergie et passe lentement du jaune au rouge, car la lumière rouge est moins énergétique. À un moment donné, dans la descente d'Albert, la lumière commencera à partir d'un point si profond qu'elle perdra tellement d'énergie qu'elle deviendra même infrarouge, laissant le spectre visible. Waouh, fascinant! Cet effet est appelé redshift gravitationnel, décalage vers le rouge gravitationnel en français. Et si j'envoyais une lumière jaune du vaisseau à Albert, le contraire se produira-t-il? Exactement, Louis. Ta lumière jaune deviendrait de plus en plus bleue en descendant vers le trou noir. C'est comme une balle qui tombe d'en haut et gagne en vitesse, gagne de l'énergie de mouvement. Dans ce cas, l'effet est appelé blue shift gravitationnel, décalage vers le bleu gravitationnel. Que se passe-t-il lorsque j'atteins l'horizon des événements? Quand Albert atteint l'horizon des événements, le temps s'arrête pour Albert. Le dernier signal lumineux émis par Albert juste avant d'atteindre l'horizon des événements atteindra Louis. Mais ce sera le dernier que lui verra, parce que le prochain sera envoyé par Albert quand il sera déjà à l'horizon des événements, où le temps passera infiniment plus lentement que pour lui, et donc ce signal ne sera jamais envoyé. Et puis? En traversant l'horizon des événements, tu ne remarques rien de spécial, car ce n'est pas une surface physique. Au moins, je dois noter que le temps s'arrête, non? Le temps va aller plus lentement pour toi, mais tu ne le remarqueras pas, Albert. Tu auras moins de pensées, ton cœur fera moins de battements par rapport à ce qui se passerait sur le vaisseau spatial. Si tu avais une plante, tu la verrais pousser avec le temps normal que tu remarquerais sur la Terre, par exemple, parce que, simplement, tout va plus lentement. Mais il devra remarquer quelque chose, non? En effet, oui. Si Albert se retourne et regarde à l'extérieur de l'horizon des événements, il remarque deux choses, une bonne et une mauvaise. La bonne d'abord. D'accord. La bonne chose est que quand le temps s'est arrêté pour Albert, Albert verra toute l'histoire de l'univers défiler sous ses yeux. Il verra tout l'avenir en un clin d'œil. Et la mauvaise?
La mauvaise nouvelle est que la lumière provenant de l'extérieur de l'horizon des événements deviendra bleue et à fréquence encore plus énergétique. Les yeux d'Albert seront donc bombardés d'une lumière bleue très forte et aveuglante. C'est ce qu'on appelle la paroi bleue. En bref, je verrai tout l'avenir de l'univers, mais immédiatement après, je deviendrai aveugle. Exact, boss. Désolé, Simon. Je suppose que les choses empirent encore pour moi à l'intérieur de l'horizon, non? Te sentirais-tu mieux si au lieu d'Albert, au lieu de t'envoyer, peut-être que nous envoyons une sonde et que tu restes avec lui sur le vaisseau? Oui, merci, je t'en prie. Ok, imaginons donc la sonde qui vient de traverser l'horizon des événements. En la traversant, rien de spécial ne se passe, avons-nous dit. Mais dans l'horizon des événements, les règles du monde que nous connaissons sont encore plus bouleversées. Tout d'abord, dans l'horizon des événements, le temps devient une dimension spatiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Le temps à l'intérieur de l'horizon coule vers le centre, vers la singularité. Les concepts d'espace et de temps s'échangent entre eux. Alors, qu'arrive-t-il à la sonde lorsqu'elle tombe? Pour la sonde, le temps qui passe signifie s'approcher de la singularité dans la direction radiale. Il n'y a rien que la sonde puisse faire contre cette vérité. Avancer dans le temps, c'est descendre à la singularité. Et ici entre en jeu ce qu'on appelle les forces de marée, tout comme les forces de marée entre la Lune et la Terre. La Lune attire le côté proche de la Terre avec plus de force que le côté lointain. Et la même chose fait la singularité avec la sonde. Elle attire la tête de la sonde avec plus de force, car la tête de la sonde est plus proche de la singularité. Pour les marées terrestres, cela se traduit par une déformation de la Terre et surtout des océans, qui attirent les côtés proches de la Terre et repoussent les côtés opposés. C'est comme si quelqu'un essayait de déchirer la Terre en deux. Il en va de même pour la sonde qui se rapproche de la singularité de M87 Star, où le trou noir exerce des forces de marée sur la sonde. Seulement, dans ce cas-là, puisque la sonde est très petite, disons 2 mètres, les forces de marée seront faibles jusqu'à ce que la sonde soit très proche de la singularité. Ainsi, la sonde met quelques secondes pour atteindre la singularité au total. Au cours des dernières microsecondes de chute, les forces de marée cassent la coque en deux. Crac! Et puis, elle casse les fragments en fragments de plus en plus petites. Crac, 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 crac! Jusqu'à les atomiser au niveau atomique. Et puis les atomes eux-mêmes sont divisés en leurs composants et ainsi de suite jusqu'au quark. La matière est broyée, pulvérisée, désintégrée à son niveau le plus intime. Boss, heureusement nous avons envoyé une sonde. Oui, heureusement. En plus de ces effets de marée, plus on se rapproche de la singularité, plus l'espace et le temps se déforment. Dans ces quelques secondes de chute, la direction radiale, qui est le temps, se déforme de plus en plus. La sonde s'étire dans le sens de la chute et s'aplatit dans les autres directions. Bref, il s'étire de plus en plus en une ligne infiniment fine. Et puis quoi? Qu'arrive-t-il à la singularité? Oh, difficile à dire. Ici commence notre véritable ignorance. La théorie de la relativité générale échoue dans la description de la singularité du trou noir. Autrement dit, mathématiquement, elle est incapable de le décrire et de faire des prédictions. La théorie est rompue, dit-on. Nous avons donc besoin d'une nouvelle théorie. Et c'est sur cette nouvelle théorie, qui s'appelle la gravité quantique, qui combine la théorie de la gravité d'Albert Einstein et la mécanique quantique dans une théorie unique. C'est sur cette théorie, je disais, que les scientifiques travaillent depuis des décennies. Et elle étendra la théorie de la relativité générale et pourra décrire ce qui arrive à la singularité. Pourquoi avons-nous besoin de la mécanique quantique? Parce que, une fois que nous atteignons des niveaux infiniment petits d'espace et de temps, les effets quantiques entrent en jeu. D'une part, la théorie de la relativité générale est incapable de décrire les phénomènes quantiques. D'autre part, la mécanique quantique est incapable de décrire la gravité. Ce sont donc comme deux théories qui ne se séparent pas. Nous avons besoin d'une théorie qui englobe les deux. Vous ne dites rien. Avez-vous été frappé par la beauté de la nature? Oui, c'est ça. Non. Ne me dites pas qu'il est déjà 6 heures. Ouais, nous devons quitter la pièce. À 6 heures, notre groupe arrive. Merci Simon, tu étais super. Merci. Merci de m'avoir invité. Je n'avais jamais joué à un jeu de rôle comme ça et... j'ai bien aimé. À un moment donné, j'étais tellement impliqué que je ne me souvenais même plus... J'attends le projecteur, les gars. ...que c'était un jeu. J'avais vraiment l'impression d'avoir été kidnappé et d'enseigner la physique à de kidnappeurs. Les gars, j'ai réservé la salle de projection mentale pour la semaine prochaine. Êtes-vous là? Oh oui. Je n'y manquerai pas. On t'écrit sur WhatsApp, Simon. Ciao! Venez avec moi. Et nous y revoilà. Eh bien oui, c'était un jeu de rôle. Et vous conviendrez avec moi que les trous noirs sont trop géniaux. La nature et la science sont géniales.
Abonnez-vous à ma chaîne ici même, maintenant. Vous m'aiderez à créer de nouvelles vidéos et à vous donner de nouveaux contenus scientifiques. Suis-je ou ne suis-je pas le seul à vous expliquer la science à travers des histoires captivantes comme celle d'aujourd'hui? Je vous attends.